Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. À l'invitation de la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le président de la République Alassane Ouattara quitta Abidjan ce samedi pour Monrovia au Libéria en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a été activé hier à la primature, placé sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Conseil a pour mission de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère. Le vendredi 21 juin prochain, Abidjan abritera le 8e jeu de la francophonie à quelques jours de ce grand rassemblement culturel et sportif du monde francophone. La ville d'Abidjan fait sa grande toilette pour offrir un cadre agréable à tous les participants. Cette information avant de commencer cette édition. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des tirs ont été entendus dans les communes d'Abobo, district d'Abidjan et de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions dans nos titres, à l'invitation de la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Monrovia au Libéria en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il sera élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. À travers cette distinction décernée aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels au Libéria dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences, la République sœur du Libéria et le peuple libérien entendent saluer le leadership du président de la République Alassane Ouattara, sa gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire, mais également sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan en fin de journée. Face aux actions justement du président de la République Alassane Ouattara, les populations de Grand Bassam sont reconnaissantes. Elles ont décidé de lui rendre hommage ce samedi et la cérémonie a lieu à Grand Bassam. Bien sûr, nos reporters sont sur place, leur compte rendu dans nos prochaines éditions. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. L'homme de Dieu a été présenté au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État également a reçu le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Mahama Traoré Abiba Dambélé Saoué. C'est l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a conduit la délégation d'évêques au palais présidentiel. Délégation venue présenter au chef de l'État le nouveau président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque de Katiola. Élu à cette fonction le 20 mai dernier, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo entend mettre la religion catholique au service de la République durant ses 3 années de mandat. J'ai été porté à la tête de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour me mettre au service de cette conférence, au service de l'Église et donc au service aussi de la société. Il était important que nous venions voir le président de la République pour que je sois présenté à lui et que nous ayons un premier contact. Je crois que nous avons été très heureux d'avoir eu ce contact et nous sommes unis pour avancer ensemble dans la recherche du bien-être, du bien commun de notre pays. La Côte d'Ivoire choisie pour abriter le 7e forum sur la révolution verte en Afrique. L'information a été portée au chef de l'État par le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. C'est vraiment l'événement le plus important en matière de développement de l'agriculture en Afrique et nous sommes vraiment très contents que son Excellence le chef de l'État a accepté d'abriter cette conférence ici à Abidjan. Ce sera une opportunité pour notre pays d'attirer des investissements privés dans le secteur agricole sur l'ensemble de la chaîne des valeurs.
Ce forum, le premier du genre dans un pays francophone, se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre prochain. Il aura pour thème « Accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois grâce à l'agriculture africaine ». Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a procédé à la nomination de 3 personnalités à la tête respectivement de l'Inspectorat général d'État, du Conseil constitutionnel et de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Ce sont des personnalités qui ont occupé auparavant des hautes fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Leur portrait avec Abou Sadogo. Théophile Awa-Ndoli est depuis ce vendredi 14 juillet le nouvel inspecteur général d'État. Avant cette nomination, il occupait la fonction de directeur du cabinet du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Docteur d'État en sciences économiques et diplômé de l'Institut du Fonds monétaire international, Théophile Awa-Ndoli a exercé dans le domaine de la banque, notamment à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans les institutions internationales et au sein de l'administration ivoirienne, où il a occupé à plusieurs reprises les fonctions de directeur de cabinet. Ainsi, il a été directeur du cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de 1990 à 1993. Directeur du cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de 1993 à 1995. Directeur du cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'août 2011 à novembre 2012. Directeur du cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de novembre 2012 à janvier 2017. Théophile Awa-Ndoli a été également ministre du Plan, de l'Industrie et du Tourisme de janvier 1996 à décembre 1999. Mamadou Koné a quant à lui été confirmé dans la fonction de président du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans. Il a exercé cette même fonction de février 2015 jusqu'à ce vendredi 14 juillet, période au cours de laquelle il a achevé le mandat du professeur Francis Vangavoudier, ancien président du Conseil constitutionnel de juillet 2011 à février 2015. Magistrat hors hiérarchie et diplômé de l'École nationale de la magistrature de Paris avec la mention exceptionnelle major de promotion. Le président Mamadou Koné a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1991 à 1992 procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. De 1992 à 1996, avocat général près la cour d'appel d'Abidjan, chargé de la chambre d'accusation. Le 25 octobre 1996, procureur général de l'administration centrale du ministère de la Justice et des Libertés publiques. De 1996 à 1999, directeur du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques dans plusieurs gouvernements. Avocat général près la Cour suprême. De 2004 à 2005, président de la Commission nationale de supervision de l'identification, CNC, et garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme dans plusieurs gouvernements. Enfin, le président Mamadou Koné a été président de la Cour suprême de mai 2011 à février 2015. Dernière personnalité à avoir été nommée ce vendredi, Ngolo Coulibaly, nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Avant cette nomination, il occupait la fonction de médiateur de la République, fonction qu'il a exercée de juillet 2011 à ce vendredi 14 juillet. Administrateur des services financiers et titulaire d'un MBA, Ngolo Coulibaly a occupé des fonctions électives et de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1972 à 1986 directeur de la dette publique à la Caisse autonome d'amortissement. De 1991 à 1994, président directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1994 à 1995, président du conseil d'administration de la Compagnie nationale Air Ivoire. De 1995 à 1999, député à l'Assemblée nationale. De 1999 à 2000, ministre de l'économie et des finances. De 2001 à 2002, maire de la commune de Mbengue. De 2002 à 2011, président du Conseil général de Korogo. Et de septembre 2013 à janvier 2016, président de l'Association des médiateurs de la zone UEMOA, AMP UEMOA.
Abou Sanogo, allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a été activé hier à la primature, placé sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Conseil a pour mission de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère. Alexis Zewed-Raogo. Pourquoi un Conseil national de la lutte contre la vie chère? Parce qu'en dépit de plusieurs actions du gouvernement, le coût de la vie reste une préoccupation dans le pays. À l'abattoir de Port-Boué, il arrive souvent entre le chevillard et le boucher qui prend en gros, et le prix descend jusqu'à 1300 francs, mais le consommateur ne ressent pas. Le prix de la viande est toujours cher sur le marché. Et je vous donne un autre exemple. Le charbon Bord-Champ à Abidjan, avant tu payais 300 000 francs faux frais, aujourd'hui tu payes 10 000 francs. Mais le charbon il est toujours cher. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, dont le décret a été signé le 21 juin dernier, aura pour mission de veiller au respect des prix fixés pour les produits de grande consommation, d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère, mais aussi d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Vous avez pu noter la prise d'un décret portant plafonnement des prix de certains produits de première nécessité, tels que le riz, l'huile, le sucre, la tomate et également le ciment. Tout ceci pour stabiliser les prix de ces produits durant ces 6 prochains mois. Et nos agents qui sont présents dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire veilleront, aux côtés bien sûr des fédérations, des associations de consommateurs, pour l'application effective de ces mesures. Piloté par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le Conseil devrait par ailleurs vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le ressenti des populations reste concentré sur la cherté du coût de la vie. Devant cette situation, il est impérieux que soient prises de façon résolue et déterminée des mesures appropriées pour traiter ces préoccupations légitimes. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris des mesures fortes à court et moyen terme, touchant notamment aux postes de l'alimentation, du logement et du transport. En outre, il a été institué par décret le Conseil national de la lutte contre la vie chère, chargé de coordonner et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la cherté de la vie initiées par le gouvernement. Notre objectif sera en tout temps de rechercher la satisfaction de nos concitoyens. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est composé de 3 organes que sont le Conseil de concertation, le Comité technique et le Secrétariat exécutif. Pour une plus grande efficacité, il a été enjoint de produire chaque trimestre un rapport au gouvernement sur les questions relatives à la vie chère. Guy Brissi-Lucas est le nouveau médiateur délégué des régions du Haut-Sassandra, du Go, du Lodjiboua et de la Maraoué. L'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale a été installé mercredi dernier dans sa nouvelle fonction en présence de l'ex-médiateur de la République Ngolo Coulibaly, devenu président de la haute autorité de la bonne gouvernance, Konaté Ngada. Installer des délégations du médiateur de la République dans plusieurs régions pour renforcer les liens de solidarité entre les fils du pays, tel est l'objectif de l'organe de médiation ivoirienne dirigé par Ngolo Coulibaly, venu à Daloa à l'occasion de l'installation du médiateur délégué des régions du Haut-Sassandra, du Go, du Lodjiboua et de la Maraoué. Coupant le ruban symbolique du siège de la médiation, Ngolo Coulibaly a souligné que le projet vise au renforcement de la paix et le vivre ensemble des communautés, mais aussi de rapprocher les services du médiateur de la République des populations. Dorénavant, les habitants du Haut-Sassandra n'ont pas besoin de faire une démarche jusqu'à Abidjan pour pouvoir exprimer leurs reproches ou leurs préoccupations pour avoir la satisfaction et la protection de leurs droits. Le médiateur délégué nouvellement installé se réjouit de cette marque de confiance et reconnaît que la tâche est lourde. Guy Lucas Brissi veut être un conseil pour l'administration et un recours pour les administrés. Nous venons contribuer à la cohésion sociale, faire en sorte que la paix sociale soit une réalité dans cette région. Une décentralisation des services du médiateur de la République qui a rencontré l'adhésion des chefs traditionnels. Il va nous aider dans le règlement de nos litiges.
Il faire en sorte qu'au niveau de nos villages, on ne vienne pas souvent, très souvent pour des querelles inutiles, se présenter à la justice. Après l'étape de Daloa, l'organe de médiation ivoirienne compte s'installer dans 9 régions du pays avec le même objectif, améliorer les rapports de l'administration avec les citoyens et permettre aux usagers qui le désirent de faire valoir leurs droits en le saisissant. Autre information dans cette édition, le ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly, a effectué jeudi des visites guidées dans les usines de transformation de bois d'Azopé. Il s'agit pour le ministre Issa Coulibaly de s'imprégner des difficultés de ces opérateurs du bois. Patricia Omo-Etia pour RTI 1. Pas de casque de sécurité ni de chaussures antidérapantes ou encore de cache-nez pour cette visite guidée du ministre des Eaux et Forêts dans les locaux de l'usine Improbois. Des règles de sécurité non respectées qui n'ont pas gâché le déroulé de la visite. Première étape, le processus de transformation du bois après le tronçonnage et l'écorçage. On fait du plaquage. En deuxième transformation, on est sur le contreplaqué et on a monté également une usine pour récupérer nos déchets sur lesquels on produit de la palette moulée. Et aujourd'hui, on reboise en forêt classée et on espère d'ici une dizaine d'années pouvoir travailler nos bois de reboisement. Autre étape de cette visite, la FIP, l'atelier de finition. Différentes essences de bois sont ainsi mises en valeur au thème d'un long processus de transformation. Ici, c'est 150 à 140 mètres cubes de produits finis. Admirer le travail de la main-d'œuvre locale, 1000 personnes employées. Pour le ministre, il faut mettre en place une politique dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières. Aujourd'hui, la pression sur nos forêts en matière de bois, elle est énorme. Et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a interdit l'exportation du bois de grume, parce que ces industriels qui ont investi ont besoin d'être rassurés quant à la pérennité de l'approvisionnement en matières premières. C'est pour nous rendre compte de ce qu'ils vivent et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour faire en sorte que de plus en plus nous allions vers la transformation. Il faut retenir qu'en moins d'un siècle, la Côte d'Ivoire a perdu entre 80 et 85% de son potentiel forestier. Alors si nous continuons sur ce rythme, ça veut dire que peut-être dans 5-10 ans, ce qui nous reste de forêt encore, nous allons les perdre complètement. C'est pour ça qu'il était très urgent de pouvoir engager les réformes nécessaires pour arrêter cette situation et très rapidement pouvoir l'inverser. Mais avant de faire ces différentes réformes, il était important pour le locataire qu'est Monsieur le ministre d'effectuer une visite sur le terrain, se faire sa propre opinion de la situation réelle. La visite de terrain et de travail du ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly, a pris fin au centre de gestion et de conservation des semences forestières d'Azopé. Patricia Omo-Etia, les questions foncières pour le développement de l'agriculture au centre des réflexions d'une rencontre initiée par les partenaires financiers de ce secteur et le ministère de l'Agriculture. L'objectif est de procéder au lancement officiel d'un projet pilote. Chantal Ouma à Kandan. En Afrique, on veut développer l'agriculture, mais les questions foncières restent une préoccupation. Désormais, il va falloir insérer cet aspect de la sécurisation des droits fonciers dans le Programme national d'investissement agricole, PNIA. Notons que 6 pays africains ont été choisis, dont la Côte d'Ivoire, pour expérimenter le projet pilote d'intégration de la gouvernance et de la politique foncière dans les programmes agricoles. C'est un atelier qui va permettre effectivement de faire le bilan des activités de sécurité foncière dans le programme national d'investissement agricole de première génération qui a eu lieu de 2012 à 2016. Et il y aura des perspectives pour la deuxième génération du programme national d'investissement agricole 2016-2020. Il est important qu'on puisse intégrer en tout cas la question de la gouvernance et de la politique foncière dans ces programmes nationaux d'investissement agricole. Cette rencontre marque le début effectif des activités de ce projet dans notre pays. Tout le monde veut pratiquer l'agriculture, mais tout le monde n'a pas accès à la terre. Donc la sécurisation des terres doit se faire en Afrique pour permettre à tous ceux qui veulent faire de l'agriculture d'accéder à une parcelle de terre sur des conditions qui seront bien définies. Plusieurs recommandations ont été adoptées, entre autres
sensibiliser les populations à la valeur de leur patrimoine foncier pour sa meilleure gestion. Appuyer à travers des subventions les populations rurales pour l'obtention des titres de propriété et assurer la sécurisation des droits collectifs. Le PNIA 2 de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Donc les résultats de ces projets pilotes doivent être obtenus avant la finalisation du PNIA 2. Tous les résultats des activités de ce projet sont attendus avant fin août 2017. Chantal Ouma Kanda, une autre rencontre entre la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et les forces armées de Côte d'Ivoire a eu lieu il y a de cela quelques jours. Objectif de cette rencontre, renforcer les capacités et promouvoir les droits de l'homme dans le domaine de l'armée. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Protéger et promouvoir les droits de l'homme au sein des armées. C'est le but que veut atteindre la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'où la tenue d'un atelier bilan sur le mécanisme de suivi des violations des droits de l'homme par les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Selon Namizata Sangari, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, cette commission a conjointement initié avec les forces armées de Côte d'Ivoire un mécanisme pour un meilleur suivi des cas de violation des droits de l'homme qui leur sont imputables. L'un des grands écueils dans la réalisation de cette œuvre a résidé dans la construction de la confiance entre les civils et les militaires, socle de l'édifice. Et je peux le dire avec moins de pression aujourd'hui, cela n'a guère été facile, mais nous y sommes parvenus. La qualité du travail et les résultats satisfaisants obtenus par cet important outil de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays ont motivé notre volonté de l'étendre à la police et à la gendarmerie nationale. Je suis persuadé que les FACI s'emploieront corps et âme à améliorer la prise en compte des droits de l'homme dans la conduite de leurs opérations. Ce mécanisme se pose donc comme un outil de référence en matière de collaboration entre militaires et civils. Il contribuera à lutter contre l'impunité et à élever le niveau des droits de l'homme avec les forces armées de Côte d'Ivoire. À Djamé, chez Boulevard Nangué, à Brougua, des établissements publics sont engloutis par les magasins. Ces établissements sont entre autres l'hôpital général, le centre antituberculeux, les lycées Nangué à Brougua et Harris. Chez les marchands ambulants, vendeurs à la criée occupent les entrées Davis, Oyo, Franck Quadio. Regardez. Dans cette cohue entretenue par marchands ambulants et autres commerçants, difficile, même en plein boulevard, de se frayer un chemin dans la commune d'Adjamé. Chaussée envahie, trottoirs assaillis, les alentours des établissements sanitaires et scolaires ne sont pas épargnés. Exemple frappant, l'accès à l'hôpital général d'Adjamé obstrué par magasins et commerces anarchiques. C'est le problème d'accès. Bon, il y a des vendeurs ambulants, il y a aussi des commerçants qui sont là, et puis aussi les malades qui sont entourés de bruit, il y a des bruits un peu partout. L'accessibilité est très difficile, surtout nous sommes obligés de prendre l'axe Sotra, parce qu'avec les Wara qui circulent, les Baka, c'est très difficile même. Souvent il y a des conteneurs même qui sont stationnés juste devant l'hôpital, on est carrément bloqué. On a des malades dedans, on veut sortir, on ne peut pas. On a obligé d'attendre 30 à 15 minutes, 20 minutes avant qu'on ne puisse dégager les accès. Non loin de l'hôpital général, le centre antituberculeux. Même constat, difficulté d'accès. À un jet de pierre, les lycées Nangui à Brougua et Ariste d'Adjamé. Les différentes entrées pratiquement confondues aux étals de marchandises, une situation qui dure depuis plusieurs années. Élèves et enseignants exposés à divers tracas et il y règne une atmosphère d'insécurité. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu es au lycée moderne Nangui à Brougua, il dit « Ah, tu es dans le marché là ». Et déjà, c'est mal vu. Et encore ensuite, devant le lycée, on fait palabre et les commerçants pour passer. En classe, souvent lorsqu'on fait les cours, il y a des commerçants qui mettent de la musique très très forte. Le prof, il est là à expliquer ce qu'il faut faire. Et puis on est là et puis on chante. Parce que nous sommes distraits par la musique. Quand on est en classe, on compose. Quand ils crient au dehors pour vendre, ça nous déconcentre un peu. Ils disent quoi comme ça?
Ils disent tomates 200, oignons 100 francs. Il y a les escargots, ils crient, venez acheter, ça nous déconcentre un peu. Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour avoir donc accès d'abord à notre établissement. Donc cela entraîne donc un problème d'insécurité totale. D'insécurité parce qu'il y a des gens qui profitent dans ces situations confuses pour venir même agresser nos élèves. Des commerçants néanmoins conscients des désagréments causés par leur présence. Avant, là, le portail de l'école n'était pas ici. C'était l'autre côté. C'est pour ça là, c'est devenu un marché. Et quand ils ont remplacé maintenant pour faire ça en face de nous, nous là, on ne peut plus quitter ici pour aller ailleurs parce qu'on n'a pas d'autre coin pour aller ouvrir. On ne peut pas aller voler aussi. S'il y a un coin pour s'installer seulement, on peut aller. Mais s'il n'y a pas un coin pour s'installer là, on va aller où? Ils ne sont pas venus s'installer par hasard. Sans l'autorisation de la mairie, ils ne peuvent pas venir comme ça s'installer. Donc je n'en veux pas aux commerçants. Une question à résoudre donc. Nous nous rendons à la mairie de la commune. À la direction technique, la situation trouve son explication. La construction même du lycée Abrogois ainsi que de l'hôpital général ont été bâtis sous forme de bail amphithéophile. C'est des constructions qui ont été suscitées avec des bailleurs de fonds qui ont investi face à la demande de la mairie qui, ne serait-ce que pour le lycée Abrogois, voudrait accroître la capacité d'accueil, mais qui en retour devraient pouvoir amortir leurs frais par des structures de magasins qui sont construites tout autour. N'empêche, il faudra bien agir pour faciliter l'accès aux établissements publics. Mais sur le sujet, difficile d'avoir une solution miracle. C'est un problème réel qui nous interpelle. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer de mettre fin à cela. Et c'est un problème épineux en même temps. C'est l'occasion pour nous de crier presque notre impuissance. Nous étions donc dans l'obligation de adresser un courrier au ministère de l'Intérieur pour avoir un appui sécuritaire beaucoup plus consistant afin de pouvoir mener l'opération. Parce que même les forces de l'ordre d'Agamé seules ne nous ont pas permis de faire le dégagement. Mais la solution, la vraie solution, est la sensibilisation. Que l'Ivoirien en prenne conscience. La sensibilisation reste alors la seule arme selon les autorités municipales. Celles-ci entendent accentuer les campagnes locales sur le changement des mentalités. La santé et l'éducation devant être au premier chef une priorité pour tous, mais en attendant, les commerçants règnent en maître sur les abords et alentours des établissements sanitaires et scolaires de la commune d'Adjamé. Autre titre de cette édition, le vendredi 21 juillet prochain, Abidjan abritera les 8e Jeux de la francophonie. À quelques jours de ce grand rassemblement culturel et sportif du monde francophone, la ville d'Abidjan fait sa grande toilette pour offrir un cadre agréable à tous les participants. Isaïo Tchona. À moins de 10 jours de l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie sur le bord de la lagune Ébrié, la ville d'Abidjan se part de ses plus beaux atours pour accueillir les personnalités, dirigeants, athlètes et hommes de culture. De grands travaux d'assainissement et d'embellissement des principales artères de la ville sont actuellement entrepris. Des travaux qui donnent fière allure à la capitale économique. Des drapeaux flottants, des panneaux intelligents en passant par l'illumination de la voie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de l'hôtel du district au plateau. Tout y est pour rendre la perle des lagunes attrayante. Autres travaux également en cours concernent l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le curage des caniveaux, l'éclairage public et l'installation des panneaux solaires de signalisation, de pavoisement et de tracés de bandes blanches sur les chaussées. Concernant le volet sécuritaire,
Des caméras de surveillance sont installées aux environs des différents sites de compétition et d'accueil. Nous avons plusieurs camions qui sont lancés sur le terrain depuis un certain moment, sur le VGE, qui font du balayage mécanique. Nos camions travaillent avec acharnement matin et soir dans toute la ville d'Abidjan afin de rendre la ville propre et accueillante pour les Jeux de la francophonie. On le voit, les autorités ivoiriennes veulent faire des Jeux d'Abidjan une référence, un grand ménage pour assurer un séjour agréable aux autres. Un reportage de Isayo Tchona et nous allons terminer avec cette information. L'armée malienne a battu dans le centre du pays Bekai Sangaré, l'un des chefs du Front de libération du Massina, groupe djihadiste actif dans cette région, auteur de plusieurs attaques contre les forces de sécurité maliennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.